Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport numéro 27 et c'est parti pour 26 minutes de reportage, d'interviews et d'images de match. Les Cougars ont joué ce week-end leur demi-finale aller de Division 2 à Pessac. Ils se sont inclinés de justesse sur les deux manches. Les joueurs d'Arnaud Faux sont dos au mur et devront réagir ce samedi pour espérer continuer leur route. De leur côté, Virginie et Patrick ont participé il y a 10 jours à l'Ultra Trail du Mont Blanc, la course de l'extrême qui s'étend sur 170 km. Malgré l'abandon, ils sont venus nous raconter leur expérience. Et nous vous ferons découvrir en fin d'émission le nouveau lieu dédié au bloc sur 50 ans en Yvelines, Vertical Art. Et évidemment, comme d'habitude en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Mais tout d'abord, passons à l'Ultra Trail, cette course de l'extrême à laquelle ont participé deux Saint-Quentinois, Virginie de Neuville et Patrick Dubois, qui sont tout près de moi, qui m'ont rejoint sur ce plateau. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être venus après cette expérience assez unique. Il y a 10 jours, vous avez donc participé à l'Ultra Trail du Mont Blanc, 170 km, je le disais. Première question, qu'est-ce qui vous a pris de participer à 170 km de course, Virginie? La passion. Nous avons l'habitude de participer à des défis. Cette fois-ci, on est arrivé dans ce format-là de défi. Donc voilà, nous sommes... Vous êtes des trailers aguerris? Oui, de 10 ans. Donc je pense qu'effectivement, pour arriver à participer à des courses comme ça, il faut que ce soit un mode de vie plus qu'autre chose. Et là, on est arrivé au Saint Graal, les Jeux Olympiques du Trail, l'UTMB. Et comment on se prépare à une course comme celle-ci, l'Ultra Trail du Mont Blanc, Patrick? Déjà, pour participer à cette course-là, il a fallu qu'on crée un team, déjà pour l'inscription. Donc, dès qu'on a eu cette inscription, on a engagé un programme de course assez dur d'ailleurs, puisque physiquement, il faut bien se préparer, moralement aussi. Et vous avez fait des stages, je crois, un petit peu, voilà, des week-ends spécifiques on a en montagne notamment. Une reconnaissance de cette course et on a fait des courses intermédiaires qui nous permettaient de vous jauger. Voilà, exactement. Et le jour de la course, l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est une course qui est réputée à travers le monde. Il y avait plus de 2300 trailers sur la ligne de départ. On doit voir des environnements, des paysages uniques au milieu des montagnes. C'est le tour du Mont Blanc. Le massif de Mont Blanc, c'est un grand voyage. C'est un grand jardin aussi. Et c'est la montagne. Donc on a une dizaine de cols à franchir, 3 pays à traverser. La France, l'Italie, la Suisse et la France pour retourner à Chamonix. Donc les paysages sont absolument fantastiques. Le Val Ferret italien, la descente en Suisse, tout ça c'est fantastique. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus justement dans ces paysages? Vous me parliez quand on préparait l'émission de La Foulie notamment. C'est un endroit qui est assez magnifique aussi. Pour moi le plus spectaculaire c'est les levées de soleil. Puisqu'on court la nuit, on court le jour, mais le matin, la montagne qui se découpe en contre-jour avec les coureurs en silhouette, là c'est très impressionnant. Et malgré l'effort, puisque vous parcourez sur cette épreuve 9618 mètres de dénivelé positif, on arrive à admirer le paysage? Oui, parce qu'en fait, la montagne vous regarde toujours et vous êtes appelé à vaincre, donc à monter. Donc vous faites des efforts musculaires, vous faites des choses hors normes qui vous permettent d'avancer. Et je pense que si on oublie les douleurs physiques, je pense qu'on peut réussir, mais c'est pas si évident que ça. Dans le marathon, on parle souvent du mur du 30e kilomètre. Oui. Là, il y en a 170, on est presque à 6 fois plus. Comment on fait? Il y a un moment, c'est le mental qui passe outre? Les murs, il y en a plusieurs. En fait, il y a des hauts et des bas. On appelle plus ça les murs, mais en fait, c'est la même chose. Il y a des hauts et des bas. Donc, l'idée, c'est de savoir gérer les hauts, pas s'enflammer, parce qu'on a tendance à accélérer à ce moment-là, c'est pas la bonne idée, et de savoir passer les bas sans que ce soit une cause d'abandon, justement. Mais on n'est pas linéaire sur une course comme ça. Il faut vraiment savoir gérer ces différences-là. Et vous êtes tout le temps en train de courir, faut bien le préciser. Est-ce qu'il y a des moments où vous marchez vraiment, où c'est trop compliqué? En fait, on garde un rythme permanent
disons parce qu'on est soumis à des barrières horaires. Donc, il y a des temps de passage à respecter. Systématiquement, il y a des temps de passage à respecter. Et ces moments-là sont extraordinaires parce qu'on est toujours limite. Enfin, pour mon cas, j'étais limite et j'ai passé des moments extraordinaires parce que j'ai réussi à franchir quelques barrières. Ça n'a pas marché jusqu'au bout, mais ça a été pour moi un rêve que je réalisais et c'était formidable. Pour les premiers sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, la course dure 20 heures. Oui. Comment vous faites? Vous dormez? Il y a un moment où on s'arrête pour se reposer ou comment ça se passe? Il y a, je crois, 15 ravitaillements qui permettent des petites pauses ou des grandes pauses. Pour certains, les grandes pauses sont possibles à condition d'être suffisamment dans les barrières horaires. Comment ça a été pour vous? Moi, je suis incapable de m'arrêter. Je suis... si jamais je cherche à dormir, j'ai les yeux grands ouverts et je regarde le plafond. Je ne sais pas faire. Mais en revanche, la gestion des pauses, c'est quand même important parce que ça régénère et ça permet d'avancer plus loin. Et là, c'est critique sur cette course. Il faut vraiment savoir gérer ça. C'est peut-être pas mon cas encore. On va en parler là justement. Vous n'avez pas fini l'Ultra Trail, vous vous êtes arrêté au 118e kilomètre. C'est déjà exceptionnel en soi cette performance. Racontez-nous ce 118e kilomètre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que, Patrick, vous rejoignez Virginie quelques kilomètres auparavant. Voilà, je rejoins Virginie, qui avait pris beaucoup d'avance d'ailleurs, qui avait 2 heures d'avance sur moi, ce qui est énorme. Et bon, malheureusement, c'est le problème du sport. On a des petits problèmes physiques. Et donc, elle a eu une contracture musculaire qui l'a ralentie. Et du coup, il s'est passé un moment, c'est que je l'ai rattrapée. Je suis resté avec elle et en fait quand j'ai dit on va aller au service médical à la Foulie et je ne l'ai pas encouragée à continuer. Donc, mais je pense qu'elle aurait continué, elle aurait fini son UTMB si elle ne m'avait pas écouté. Je suis responsable de sa défaite, ça je le reconnais. Non, si. Il y a un goût d'inachevé du coup, Virginie? Oui, il y a une grosse frustration, mais il y a aussi une belle expérience. L'abandon est une gestion. Bon, pour moi, c'est vrai qu'on aurait pu aller plus loin. Dire que j'aurais fini, ça, c'était pas évident et t'es pas 100% responsable. Je me suis quand même laissé glisser dans je dirais, le confort de l'arrêt de la douleur. J'avais effectivement quand même une grosse contracture qui m'avait énorme. Vous boitiez, Ouais, je boitais, j'avançais plus du tout à mon rythme normal et j'avais un manque de plaisir sur les descentes et c'est quand même un moteur. Donc, on a arrêté prématurément. On aurait dû aller jusqu'au bout des barrières. On était toujours dans les barrières et ça, c'est dommage. Donc, maintenant, on le sait et on sait maintenant comment on doit fonctionner tous les deux. On dit souvent que c'est la course, l'Ultra Trail du Mont Blanc, que tout trailer doit avoir fini une fois dans sa vie. Exactement. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez repartir pour l'année prochaine? Oui. Alors, je peux dire un petit mot qui va se compléter avec votre question. En fait, déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui nous ont suivis tout le long de la course par le biais du téléphone et d'Internet. Et je voulais aussi féliciter Virginie pour tous ses efforts qu'elle a donnés, pour son moral, pour sa ténacité à vaincre tous les handicaps de la course. Et je voulais lui souhaiter, en fait, de réaliser cette course en 2014. Vraiment, un succès, elle le mérite, parce que je suis sûr qu'elle va le réussir. Je crois que vous êtes réinscrit déjà pour essayer d'être tiré au sort, en fait, c'est ça? Oui, l'inscription c'est en décembre. On va se réinscrire. Cela dit, moi j'ajoute quand même que c'est quand même un mode de vie pour y arriver, à savoir c'est toute l'année qu'on doit s'entraîner et que en fait c'est une histoire à deux. Il peut dire ce qu'il veut, c'est une histoire à deux. Dites-moi si je me trompe, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions quand vous en parlez encore de cette course. Ah oui, énormément. La course de tous les superlatifs. C'est aussi un des surnoms de l'Ultra Trail. Du coup, quelles leçons vous tirez dernière question, de cet abandon? On ne va pas parler d'échec, mais d'abandon. Je pense que dans un abandon comme ça, on apprend beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on ne fera plus. Donc, c'est-à-dire, on va gérer notre course indépendamment, parce que c'est pas une course qu'on fait à deux. On la fait vraiment. Vous êtes trop préoccupés l'un de l'autre, peut-être. Voilà. C'est vrai. Je pense que cet abandon
nous a apporté peut-être l'expérience de l'abandon qu'on devait avoir pour un jour peut-être y arriver. Moi, je suis persuadée qu'il y a des gens qui vont le faire 3 ou 4 fois avant d'y arriver. Là, on a essayé une première fois, on a vu ce qui marchait pas. La deuxième, ce sera la bonne? Si on a de la chance que tous les ingrédients sont rassemblés, oui, on devrait y arriver. Super, merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus. On suivra peut-être du coup votre préparation pour la prochaine édition. Oui. Avec plaisir. Alors, il y a juste une petite chose que je voulais rajouter. Très rapidement, on voulait remercier le site Kern aussi, qui nous a suivis tout le long de la course. Franchement, ils ont fait des collègues à nous, d'autres journalistes, voilà. Qui sont spécialisés dans le trail. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt pour peut-être cette future préparation en tout cas. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Dans quelques semaines, vous pourrez grimper encore une fois, mais cette fois à Montigny-le-Bretonneux. Vertical Art, une salle de bloc de 1200 mètres carrés, va proposer des voies d'escalade pour tous les niveaux. Nous avons suivi les derniers préparatifs avec Claire Cambier. À première vue, Vertical Art ressemble plus à un gigantesque puzzle qu'à une salle de bloc. Et pourtant, chaque couleur de prise a une signification, du blanc le plus facile en passant par le vert, le niveau intermédiaire, jusqu'au noir pour les meilleurs grimpeurs. À l'heure actuelle, 3 ouvreurs créent les voies de chaque bloc. On aura plutôt des petites prises de pied, pas trop petites pour les blocs faciles. Et puis au début, on met les prises pas trop éloignées. Ensuite, on peut les mettre un peu de travers parce que comme ça, on joue avec la notion d'équilibre, etc. Et plus en équilibre ou des mouvements plus physiques, plus loin, plus dynamiques. Même des fois, on va devoir sauter, faire des jetés. Le projet est né il y a 2 ans. Les 4 dirigeants de Vertical Art se rencontrent sur les parois et décident de s'installer dans les Yvelines. À Montigny-le-Bretonneux, 1200 mètres carrés sont consacrés principalement à l'escalade, avec des voies accessibles à tous les niveaux. C'est une partie de l'escalade qui est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'avoir de connaissances pas sur les manips. Je peux arriver avec une paire de chaussons, même une paire de baskets pour débuter et avoir accès à l'escalade. Le bloc se pratique sans baudrier, les parois allant jusqu'à 3,50 m, voire 4 mètres de hauteur. Les grimpeurs, quand ils chutent, tombent sur des tapis. Des sorties sont également prévues sur des sites naturels. Grimper à Vertical Art vous coûtera 400 € par an. L'ouverture est prévue pour la 2e quinzaine de septembre. J'en parlais en début d'émission, les Cougars se sont inclinés de justesse ce week-end en demi-finale aller de Division 2 à Pessac. Et pour débriefer cette rencontre, le directeur sportif Christophe Errard, le directeur sportif des Cougars, m'a rejoint. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je le disais, petite défaite. C'était vraiment très, très juste. Vous perdez 2 manches de rien. Qu'est-ce qu'il a manqué sur cette première demi-finale, cette demi-finale aller? Apparemment, c'était très serré. Bon, moi, je faisais pas partie du déplacement, donc j'ai entendu un petit peu parler des matchs. Apparemment, on n'a pas très bien joué. Il nous manquait quelques joueurs importants. Je pense qu'il manquait 4-5 joueurs importants. Et puis, on n'a pas frappé, on n'a pas mis assez de points, on n'a pas beaucoup frappé. On a mis 5 points dans chaque match, et ça n'a pas suffi, quoi. Oui, tout à fait. Et alors, de toute façon, c'est une demi-finale très compliquée puisque vous avez terminé la saison régulière 2e, Pessac 3e. Donc, évidemment, c'est un tirage qui est un petit peu difficile. Sur la saison régulière, vous aviez gagné 3 manches sur 4, puisque sur les matchs aller-retour, vous étiez imposé, même parfois largement. Ouais. Ça reste. Les 2 derniers matchs, on avait gagné de 10 points. Oui, exactement. Je pense que peut-être l'équipe de Pessac s'était pas déplacée peut-être à 100% avec l'ensemble des joueurs de l'équipe première. Là, on a eu affaire certainement à la vraie équipe de Pessac. Nous, il nous manquait quelques joueurs et c'est pas passé, mais de peu. Qu'est-ce qui va être motivant et surtout le discours quel va être le discours cette semaine à l'entraînement pour les joueurs là? Rien n'est perdu? Le discours maintenant il est facile. C'est que si on gagne pas tous les matchs qui restent, on arrête là. Donc il faut gagner 3 matchs, c'est pas impossible, mais il faut gagner les matchs un par un, les 3 qui viennent. Il reste 3 matchs. Je le rappelle, c'est au meilleur des 5 matchs. C'est la première équipe qui gagne 3 matchs, qui passe en finale. On a perdu les 2 premiers, donc vous êtes dos au mur en fait. On n'a plus le droit à l'erreur. Maintenant, on sait que c'est possible, c'est déjà arrivé, on peut le faire. Et la première manche, justement, ce samedi qui va se dérouler du coup à Montigny cette fois-ci. À 14h. Ça va être la survie en fin de compte là déjà. C'est ça, c'est peut-être le dernier match de la saison, donc il faut y aller. J'espère que tout le monde sera là, que tous les joueurs seront en forme et puis qu'on aura un beau match, quoi. En cas de défaite, cette demi-finale perdue, est-ce que c'est un échec au niveau de la saison? Parce que l'objectif, c'était... L'objectif, c'est d'aller en finale, c'est de gagner.
Donc forcément, je pense qu'on sera déçu si on ne va pas en finale. Après, c'est le sport. On ne peut pas aller en finale chaque année, gagner. Voilà. Mais bon, l'objectif, c'est effectivement d'aller en finale. Par rapport au niveau de l'équipe, oui, on espérait être en finale. On espère toujours être en finale et si possible à gagner, c'est faisable. Donc forcément, si on ne le fait pas, on sera un peu déçu. Ouais. Qu'est-ce qui va pouvoir justement faire la différence sur un match comme ça décisif? Ça va être plus le mental que, on va dire, les schémas standards de jeu? Il y a plusieurs choses. Il y a nos lanceurs. Il va falloir que nos lanceurs lancent bien. Il faut que les adversaires marquent pas beaucoup de points. Et puis nous, il va falloir qu'on frappe un peu plus. Voilà, on sait qu'on finit toujours bien la saison en juillet. Il y a toujours cette trêve là de l'été qui ça casse un peu les jambes, qui casse un petit peu le rythme et qui fait qu'on a un petit peu de mal à repartir. Et donc, il va falloir y aller et frapper et mettre la balle en jeu et frapper, marquer des points. Oui, parce qu'en fait, faut le rappeler, la saison de baseball en France, il y a une grosse coupure entre fin juin et fin août, selon les divisions. Selon les divisions, en général, division 2, ça se termine vers le 15 juillet et puis ça reprend. On a repris ils ont repris l'entraînement le 20 août à peu près, donc il y a un gros mois de coupure. C'est presque 2 saisons au final, en fait. Presque. Surtout que l'été, c'est normalement la meilleure saison pour jouer. Donc en général, dans beaucoup de pays, ça s'arrête pas. Mais bon, en France, il y a les vacances. On peut pas. En première division, ils jouent un peu plus longtemps. Mais la coupure des vacances, elle est sacrée. On a du mal à aller contre ça. Rappelez-nous, pour mémoire, pour les téléspectateurs, le règlement de la montée de division 2 à division 1. Là, pour l'instant, vous avez fini parmi les 4 premiers. Comment ça se passe pour la suite? Le premier, il faut être premier pour monter en première division. Il faut gagner la finale. Ça sera quand même un échec si vous ne montez pas ou pas? Pour l'instant, le but, c'est pas forcément de monter. Le but, c'est de gagner le championnat, parce que ça, on peut le faire. Après, si on gagne le championnat, ça va être une autre question. Il va falloir voir si on a l'effectif pour monter. On sait qu'il y a vraiment un palier, c'est difficile, on l'a déjà vécu. Donc on sait que monter en première division, il y a vraiment des grosses équipes. Et si il va falloir voir l'effectif, si on ne perd pas de joueurs, ça voudrait dire qu'il va falloir se renforcer forcément. Avec l'équipe actuelle, avec les moyens qu'on met actuellement, ça serait difficile de se tenir, de jouer une bonne place en première division. Ça veut dire forcément des renforts. Voilà. Ouais. Donc après, c'est autre chose. On va déjà essayer de gagner. Déjà, ça commence par samedi, c'est ça, Rendez-vous ce samedi. 14h pour le premier match. Le match commence à 14h, ça dure à peu près 2h, 2h30. Pour voir peut-être les Cougars survivre encore dans cette demi-finale. Et si on arrive à gagner le match de samedi, à ce moment-là, il y aura un autre match dimanche matin à 11h. Et en espérant le troisième dans la foulée vers 15h. Très bien, on suivra ça de près. Merci Christophe d'être passé sur le 7-8 Sport. Et donc à samedi pour cette demi-finale qui risque d'être haletante du côté de Montigny. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Ce week-end, les clubs allaient à la pêche aux inscriptions et aux adhérents au forum des associations. Nous nous sommes arrêtés dans les allées de Coignères avec la compagnie des Archers. Et vous allez voir qu'un club de tir à l'arc peut être très surprenant. Image de Claire Cambier. A priori, la compagnie des Archers de Coignères semble être un club comme les autres. Lors du forum des associations, le président Michel Salle vient présenter ses activités, mais son club est aussi une compagnie. Et cela fait toute la différence. On respecte l'archerie, on a des codes, on a des notions de chevalier chez nous. On suit la tradition qui remonte du Moyen-Âge. Tous les ans, la compagnie participe au bouquet traditionnel, le défilé national des archers de France et de Navarre. Mais le temps fort inspiré des temps anciens reste l'adoubement. Sur proposition de la compagnie, uniquement, il se compose de 2 temps, un rite d'initiation et une cérémonie officielle à l'église. Il y a des cérémonies secrètes. Alors il faut d'abord être accepté par les autres chevaliers et archers. Et puis il y a des cérémonies secrètes qui se passent d'initiation, un petit peu comme un rite initiatique pour rentrer dans une secte. Enfin, on n'est pas une secte, mais c'est un petit peu ça. Donc c'est secret, on n'a pas le droit de révéler comment ça se passe. Cet honneur n'a été attribué qu'à une centaine de chevaliers dans le département. Mais la compagnie yvelinoise est avant tout un club qui apprend à tirer. Aux jeunes dès l'âge de 9 ans, adoubés ou pas, leur obsession reste la même, viser ce fameux centre jaune. Allez, c'est parti pour les résultats du week-end. Tout d'abord, place au football. 3e journée de division d'honneur ce week-end. Versailles se déplaçait à l'Entente Saint-Noix-Sagratien. Et les joueurs de David Giguet, vous allez le voir à l'écran, se sont inclinés 1-0. Les Versaillais font du surplace dans ce début de saison. Ils sont désormais 11e au classement que vous allez voir apparaître avec seulement 5 petits points et à déjà 7 longueurs du leader Créteil-Lusitanos. En promotion d'honneur, le championnat reprenait ses droits ce week-end. Dans la poule B, Trappes s'est imposé plutôt tranquillement sur la pelouse du Mantois 2-0. Les
Trappistes lancent idéalement leur saison et sont déjà dans le bon wagon. Dans la poule C, Guyancourt recevait Montfermeil au stade Maurice Baquet. Coupable d'une entame de match assez timide, les Guyancourtois en rouge encaissent très vite leur premier but de la saison, mais au retour des vestiaires, ils réagissent et prennent le jeu à leur compte. La solution va arriver sur coup de pied arrêté, voilà celui-là, avec une tête magnifique décroisée dans le petit filet. On le revoit au ralenti. Coup de pied arrêté dès 30 mètres. Les joueurs de Jules Talmont-Morose auraient même pu s'imposer si l'attaquant guyancourtois n'avait pas perdu ce face-à-face. À noter les dernières minutes de la rencontre très houleuse. Quelques bousculades, des décisions arbitrales non respectées par les joueurs de Montfermeil qui ont vu l'expulsion d'un joueur de Seine-Saint-Denis. Score final 1-1, un résultat qui satisfait Jules Talmont-Morose, le nouvel entraîneur guyancourtois. C'est le premier match, donc les équipes essaient de trouver un peu le réglage, donc chacun a un petit peu sa mi-temps, donc je pense que sur l'ensemble, même si en fin de match on aurait pu, je pense, mettre ce deuxième but pour le mettre à l'abri, donc l'égalisation, je pense, sur l'ensemble est méritée, donc il va y avoir des réglages à faire, c'est le début de saison, donc ce qui était important, c'était au moins de prendre 2 points et puis de ne pas perdre ce match, parce qu'on aurait pu en première mi-temps en prendre un ou deux on aurait été en difficulté, et en deuxième mi-temps, vice versa, on aurait pu aussi gagner ce match. Donc à l'entraînement, on va travailler et puis les réglages, ça va venir. En football féminin, en division 2, Montigny ouvrait sa saison à Gravelines. Les joueuses de Jordanie Grosset se sont sèchement inclinées, 4-1. Gravelines confirme sa réputation de bête noire des Iny-Montaigne. En 9 confrontations directes, elles n'ont jamais perdu face aux Saint-Quentinoises. Vous le savez, dans les Yvelines, 8 communes ont fait le choix de la réforme des rythmes scolaires, mais cela impacte également les clubs. Au district des Yvelines, on attend les vacances de la Toussaint pour aménager les emplois du temps. La demi-journée supplémentaire va bouleverser complètement l'organisation des entraînements. Joue le samedi des U6 jusqu'au U13. Donc on a une grande partie, on a 45% de notre effectif qui joue le samedi matin d'une part ou le samedi après-midi. Et donc par conséquent, il faut qu'on en tienne compte. Et ça, on va s'y remettre. Mais là, avec 9 communes, il n'y a aucune commune qui ait décidé de recourir au travail à l'école le samedi matin. En rugby, ce week-end, le stade du Bout-des-Clos à Morpas accueillait une rencontre internationale de rugby, d'ailleurs entre les jeunes, les moins de 19 ans du stade français et la Belgique. Sur le banc de touche parisien, Rémi Mathias et Ludovic Guillaume ont remplacé Sébastien Zamia. Pour l'instant, ils apprennent à connaître leur nouvel effectif. Sur ce dernier match de préparation, avant l'ouverture du championnat, l'intensité physique était présente, ce qui permet aux stadistes de s'imposer 31-27. Les entraîneurs parisiens attendent tout de même la fin des matchs allés pour se fixer un objectif de fin de saison et ils espèrent pouvoir bénéficier des infrastructures du nouveau stade Jean-Bouin. Pour l'instant, la préparation se passe bien, même si tout n'est pas encore parfait. Justement, le match amical va nous permettre de voir où on en est pour débuter le championnat la semaine prochaine. Après, justement, les premiers matchs vont nous permettre de déterminer les objectifs de fin de saison. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de points d'interrogation sur tout ça. Donc c'est pour ça aujourd'hui déjà voilà, on va essayer de valider ce qu'on a travaillé sur la touche, sur la circulation offensive et sur le système de relance. Et après on verra au fur et à mesure. On aimerait bien postuler pour avoir les infrastructures de Jean-Bouin qui sont pour les pros pour l'instant. Donc avoir le directeur sportif, donc voir et avec les dirigeants du stade, voir s'il y a possibilité de profiter des installations toutes neuves qui permettraient, nous on en est persuadés, de faire un roulement sans déranger les pros, de pouvoir utiliser les installations et donc d'optimiser nos temps de travail pour les prépas physiques et pour nous-mêmes. La saison de National U de basket reprend ses droits dans 2 semaines. Les féminines de l'Entente Le Chesnay-Versailles enchaînent les matchs amicaux. Ce jeudi, les joueuses de Stéphane Rollet recevaient le club tchèque de Karatroutnev, 4e de la Ligue nationale. Malgré une belle résistance, les Versaillaises se sont inclinées de 12 points, 77-65. En course d'orientation, suite au championnat de France, 3 orienteurs de Guyancourt ont décroché leur sélection pour les championnats d'Europe junior à Saint-Étienne du 4 au 6 octobre prochain. De gauche à droite, vous avez vu les photos. Il s'agissait des frères Roturier, Quentin et Maxime, et de Lauriane Beauvisage chez les féminines. À noter que Quentin Roturier, que vous voyez à l'écran, a également obtenu sa sélection pour la catégorie moins de 18 ans après une participation au championnat du monde fin juin et une 4e place au championnat de France il y a quelques jours. 2013 est plutôt une saison réussie pour le jeune Saint-Quentinois. Je parlais tout à l'heure du forum des associations de Coignières et bien d'autres clubs étaient présents, mis à part la compagnie des Archers. C'était le cas du club de plongée qui propose du tir subaquatique. En France, c'est une toute petite fédération. Il y a seulement 200 compétiteurs. En quoi cela consiste? Réponse au micro de Claire Cambier. Le tir sur cible subaquatique se pratique avec une arbalète comme les arbalètes de chasse sous-marine qui peuvent être perfectionnées donc avec un viseur en plus.
Et on tire sur des cibles en polystyrène qui sont tenues dans un porte-cible, et le tout en apnée. Une dernière info, plutôt inscription même, hein. Dans un peu plus d'un mois aura lieu maintenant la désormais traditionnelle édition de l'Equiden. C'est ce marathon en relais qui se court à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Vous pouvez encore vous inscrire exclusivement sur Internet, hein. Notez-le bien à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et maintenant, les agendas, place à l'agenda du week-end prochain. Au programme, vous pourrez voir la reprise de plaisir au stade Robert Barrance et du rugby en Fédéral 3 face à l'Union des Bords de Marne, coup d'envoi à 15h. Et vous pourrez vous rendre au stade Jean Maréchal à Montigny-le-Bretonneux pour soutenir les Cougars dans leur demi-finale retour de play-off face à Pessac. Première manche ce samedi à 14h. Et enfin, vous pourrez découvrir le golf, si vous le souhaitez, dès ce vendredi 13 septembre, lors des portes ouvertes du Blue Green à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi une nouvelle fois. N'hésitez pas à le commenter sur les réseaux sociaux et sur Twitter avec le hashtag le 7-8 Sport tout attaché. Bonne soirée, à la semaine prochaine.